lourde tâche, non pas de résumer, je n'essaierai pas, mais ni de synthétiser, même si ça a souvent été mon travail de stabiloter les choses, mais peut-être de vous proposer juste quelques liens entre les différentes interventions qui pourraient prolonger votre réflexion, puisque l'objectif, c'est pas du tout de boucler des choses, mais d'ouvrir les recherches qui, par définition, ne s'arrêtent pas ce soir. Le premier élément qui m'a frappé, finalement, c'est avant de venir, c'est la question de l'hésitation sur ce qu'on doit faire. La première chose qui m'a accueilli à Angers, c'est une banderole que quelques jeunes indignés avaient mis sur le pont avant que je tourne pour venir par ici, en disant non à la dictature des banques. Et 5 minutes après, je me retrouve effectivement pour parler d'économie humaine ou partager avec vous des expériences sur le sujet dans les locaux d'une banque. Et donc, une des questions, c'est vraiment de se dire, est-ce que les choses se séparent d'une façon radicale ou est-ce qu'effectivement, il y a un sens à être ici en exploration plutôt que d'être sur le pont et de comprendre ce qu'il y a derrière cette banderole. Le deuxième élément qui m'a beaucoup frappé, c'est ce sentiment d'augmentation de la puissance, notamment de nos outils, ce qui peut effectivement être effrayant, dans la description de Jean-Michel Pidiou, entre autres, qui vont être remplacés par des tonnes de robots dont nous n'aurons même pas les moyens de les entretenir, mais en même temps de l'intelligence potentielle qui s'est développée. C'est-à-dire à la fois, les choses semblent extrêmement difficiles, et en même temps, on ne peut pas dire qu'on ne le sait pas, et il y a même une intelligence qui permet de les voir d'une façon beaucoup plus complète et sur des niveaux beaucoup plus importants qu'avant. Donc c'est à la fois une responsabilité plus importante et peut-être aussi un espoir important. L'exemple qui a été donné au début par Halim sur le fonctionnement d'un réseau et qu'est-ce qu'on en fait peut amener une conclusion qui est une conclusion de régulation en disant il suffit d'enlever les noyaux qui dans un réseau finalement ne sont plus essentiels au bout d'un moment, les noyaux s'ils sont infectés ou s'ils sont pas bien, pour reprendre un pouvoir partagé et plus vertueux. Sauf que vous voyez qu'il y a un risque de dire quelle autorité nous permet de dire si ces réseaux méritent d'être exclus, et puis qui a la capacité de dire si c'est juste effectivement de traiter radicalement le problème. Dans deuxième réaction par rapport à ces interventions, ce qui m'a apparu aussi, c'est le risque qu'il y ait aussi une rupture générationnelle. On l'a vu dans l'évolution des comportements, que la technologie, entre autres, modifie de façon considérable. Et du coup, à un moment donné, je peux me dire, voilà, il y a des choses qui me parlent, mais en même temps, les leviers d'action, les façons de répondre concrètement m'échappent déjà, et c'est à des générations Y, Z de le faire et pas à moi. Et en même temps, si on creuse, ce qui est curieux, c'est qu'on sent l'utilité d'une transmission. C'est-à-dire, on peut sans doute gagner du temps à ne pas tout réinventer. Je prendrai 3 exemples à travers les explorations ou des citations qui ont été faites. Premier exemple, celle des réseaux. On nous a expliqué effectivement la puissance des réseaux et les logiques réseaux qu'on arrive à découvrir d'une façon à la fois partagée et super puissante aujourd'hui grâce au net. Et en même temps, Marconi, l'inventeur du télégraphe, il y a des siècles, avait déjà calculé le nombre de relais qu'il fallait pour toucher quelqu'un grâce à cette loi mathématique. Et je crois que c'était 5,7 relais. Et ce qui fait dire que tout le monde a serré la main du président, puisque indirectement, à travers les personnes qu'on connaît, cette puissance du réseau est déjà connue et analysée. De même, les règles aujourd'hui pour qu'un réseau fonctionne sont les mêmes que les règles coopératives qui ont été formalisées à partir du XIIIe siècle au niveau des mutuelles et ensuite au XIXe siècle dans les statuts coopératifs. Entre autres, il faut donner et pas seulement prendre l'information qui est disponible. Il faut être capable donc de rendre, de partager, et l'exclusion est quelque part une sentence nécessaire d'une susceptibilité si tout le monde ne contribue pas de façon équilibrée ou en tout cas réciproque au fonctionnement. Deuxième exemple où la question de la transmission me donne de l'espoir par rapport à la capacité à travailler entre les générations, c'est la question du microcrédit. Mohamed Yunus, 1976, et en même temps Raiffeisen,
plus de 130 ans avant, en Rhénanie, à peu près sur les mêmes conditions dramatiques, le génie humain retrouve, tout en innovant, des fondamentaux qui permettent de trouver des solutions. En l'occurrence, cette capacité, effectivement, avec une disponibilité d'un crédit réduit, à faire rentrer un grand nombre de personnes à nouveau dans un système économique et dans une capacité de subvenir à leurs besoins. Troisième exemple, mais j'irai vite, celui du social business. J'y reviendrai pas, mais il y a eu des tentatives et des expériences qui essayaient effectivement de donner comme finalité aux entreprises non seulement la production de richesse, mais la production d'un mieux-être ou d'un mieux-vivre. C'est extrêmement ancien comme histoire. Et il y a peut-être, on est ici dans une banque coopérative qui a un siècle d'histoire, il y a peut-être encore des passerelles, des liens à faire entre ces expériences, leurs limites, mais aussi leur réussite, et puis l'innovation ou la capacité de répondre aux défis d'aujourd'hui. Mais s'il y a transmission, il y a aussi un élément qui paraît déterminant, c'est la capacité de transgression. On en a parlé tout à l'heure avec les exemples qui ont été pris et la théorie du poète-poète que j'ai à la fois appréciée et retenue. Une des difficultés dans une mutation qui apparemment semble, sinon inéluctable, du moins nécessaire, c'est la capacité à changer les règles. C'est ce qui nous a été présenté. Et c'est ce qui a été illustré par le dernier exemple de César, fantastique, où on voit que c'est une reconception totale, finalement, de choses qu'on pensait traditionnelles et ancrées, qui permet de répondre à une situation extraordinaire. Mais cette capacité de transgression, elle est fondamentale, et en même temps, elle nécessite une forme d'encadrement social. Dans la transgression, il y a à la fois un risque de violence, et en même temps la capacité de faire évoluer les choses. C'est ce qu'on dit souvent dans la différence entre un traître et un tricheur. Et je pense que par rapport aux difficultés, aux enjeux qu'on voit aujourd'hui sur le plan économique, social, environnemental, on peut être tenté de tricher ou de trahir. Et ce qui serait sans doute le plus grave, c'est de tricher, c'est-à-dire de faire comme si, ou de jouer son jeu, en fait, tout en faisant croire qu'on fait différemment, alors que le courage, ou la force nécessaire est celui du courage, y compris de trahir au sens positif du terme, c'est-à-dire de changer les règles, de changer le paradigme, en fait, de déplacer les choses. Ce qui m'a beaucoup frappé dans cette capacité d'intelligence qui se dégage des expériences et des témoignages, et en même temps l'ampleur des défis, c'est que finalement, on voit vers où on devrait aller. L'exemple du Caire présenté par Sabine O'Hara montre que finalement, c'est des choses qui sont identifiées, qu'on peut clarifier encore aujourd'hui, qu'on peut adapter à nos systèmes même s'ils sont complexes. Et quelque part, ce qui manque, c'est effectivement la capacité, le courage de les mettre en œuvre. Et pas forcément de les mettre en œuvre de façon qu'on voudrait tout de suite globale, mais en proximité, avec des enjeux très concrets, dont celui dont on parlait tout à l'heure entre nous, du genre, en disant est-ce qu'on réserve à une certaine catégorie de personnes la capacité d'être attentif et être plutôt dans le soin, ou est-ce que tout le monde doit s'y mettre, les hommes comme les femmes, les jeunes comme les filles. Et souvent, on a énormément à apprendre par rapport à la complexité des défis qu'on a relevés, des situations qui paraissent les plus difficiles ou les plus rebutantes, et qui sont souvent confiées aux personnes les plus en difficulté, ou en tout cas les plus exclues. J'ai animé il y a une semaine un colloque sur l'homme et ses déchets, et l'examen, l'apprentissage de ce qu'on peut avoir des personnes qui travaillent dans les égouts, qui travaillent directement avec les déchets, sont extrêmement intéressants. Parce qu'à la fois, il faut un courage humain, mais presque surhumain, pour descendre et travailler 7 heures par jour dans les égouts, ce que les autres veulent occulter, comme un certain nombre de difficultés qu'on essaye d'occulter, même si aujourd'hui elles éclatent sous différentes formes. Et en même temps, il faut un talent particulier, peut-être qui est celui des créateurs, mais qu'on retrouve dans ces égoutiers, qui est effectivement de transgresser. Parce que l'ordre et la maîtrise nous a appris à ne pas toucher à ça. Et donc, il faut une trempe un peu particulière, un désir un peu particulier, pour être capable de le faire, pour être capable d'assumer ce travail utile, et en même temps de gérer la relation et l'image des autres que ça nous renvoie.
Et donc, dans cette transformation, dans ce courage, il y a une question qui me paraît essentielle, en fait, c'est celle de la radicalité du changement. À travers les différentes approches, on voit bien comment l'industrie du vin a évolué avec la technologie, a amené aussi des crises ou des remises en cause difficiles pour des individus. Et on voit bien comment on retrouve sur des domaines qui a priori sont beaucoup plus nouveaux, les mêmes complexités de faire à la fois de façon efficiente et conviviale, de ne pas perdre les choses importantes et d'évoluer sur les choses qui peuvent être utiles aux utilisateurs et aux clients. Ce qui m'inquiète, pour reprendre une tonalité que Jean-Michel Billot avait utilisée, c'est à la fois le renoncement, la capacité de dire bon ok, on a des idées, on a des défis, et puis on passe notre tour, on va rester le plus possible comme on est. Et l'autre risque, c'est celui d'une opposition violente finalement. C'est que la prise de conscience soit d'abord mobilisée par la peur et l'angoisse, et que directement elle se traduise plutôt par de la violence, de l'exclusion, plutôt que par de l'intelligence ou de la coopération. Et donc, là encore, comme on l'a dit tout à l'heure, je crois qu'il n'y a pas de solution, mais il y a peut-être des intuitions et des expériences qu'on ne peut pas transmettre, mais dont on peut témoigner. Le plus important, pour moi, est peut-être le dernier exemple qu'on a vu, c'est-à-dire une radicalité de l'action, dans la reconception et dans l'enjeu. Je ne vais pas être chercheur salarié d'une grande institution, même si je pourrais le devenir, mais je suis capable de trouver des moyens d'une façon originale et nouvelle à travers le réseau pour aller jusqu'au bout d'une idée, qui est de mettre les mains dans le pétrole, ou d'éviter que d'autres mettent les mains dans le pétrole, en réinventant tout un système, à la fois technique, social, économique, et de valeur, comme on l'a vu par un renversement. Et donc la révolution nécessaire, ou la radicalité, si elle est dans une forme, c'est bien une révolution d'inverser la pyramide des valeurs, elle est souvent une expérience d'abord individuelle. En fait. Ce que un philosophe qui m'a beaucoup inspiré, avec lequel j'ai eu la chance de travailler, appelle la conversion réflexive. C'est-à-dire tout d'un coup, l'environnement, les expériences sensibles, vous amènent à changer complètement votre point de vue et d'abord à vous considérer comme sujet agissant et non pas comme subissant l'environnement, le système. Et ça peut être un rapport avec le rayon vert. Pour moi, c'est toujours difficile de prendre mon exemple. Je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être une évolution que j'ai à faire aussi dans la prise de risque. Mais j'étais en 86 diplômé d'une grande école, pré-embauché dans une grande structure d'assurance pour faire du marketing des produits financiers. Et la chance m'a envoyé en Polynésie à faire des crédits pour l'aide au développement à Tahiti. Il y a deux choses qui m'ont frappé. La première chose, c'est cette puissance de la nature où effectivement le soir je regardais l'horizon plutôt que la télé. De toute façon, il y avait deux chaînes et c'était pas terrible. Et j'ai cru voir le rayon vert. Est-ce que je l'ai vu ou pas, c'est aussi un fantasme ou une réalité. C'est une question qui reste ouverte. En tout cas, j'ai complètement changé mon orientation en revenant pour travailler sur un territoire au niveau d'une association et pour des structures à finalité sociale. Et je me suis rendu compte aussi que finalement, ça avait été possible pour moi parce que j'avais eu tout ce que un retraité aurait pu souhaiter après une longue carrière dans l'assurance ou dans les produits financiers. C'est en gros, à 23 ans, avec pas d'autre mérite que d'avoir mis mon nom sur un dossier, d'avoir 2 enseignants, dont un prof de sport qui m'avait dit que j'étais un bon garçon et qu'il pouvait me faire confiance pour cette mission de 15 mois, eh bien, j'étais dans une villa avec piscine. Il y avait une personne qui s'occupait de l'entretien. J'étais au bord du lagon, à côté de la maison du chanteur Antoine, et j'ai appris à surfer après les études d'économie ou les cours que je donnais aux salariés de la banque. Et donc finalement, je pense que quelquefois, il faut soit aller au bout d'un schéma de réussite classique, apparent, pour s'apercevoir que c'est pas ça qu'on cherche et qu'il y a d'autres intérêts, d'autres valeurs plus courageuses, mais avec un chemin plus humain et plus intéressant. Soit il faut, et c'est le cas de beaucoup de personnes avec qui je travaille, être vraiment dans une difficulté radicale pour avoir ce sursaut.
mais c'est à la fois plus difficile et sans doute de notre responsabilité que ça n'aille pas jusque-là. Voilà, je voulais simplement vous donner ces compléments peut-être, ou cette proposition d'éclairage pour poursuivre. Je pense que ce qu'on peut faire, c'est remercier à la fois les organisateurs et tous les intervenants. Et ce sera mieux fait tout à l'heure, je crois, par vous, mais je tenais à vous remercier par rapport au fait d'avoir effectivement osé une première, d'avoir pris un sujet aussi difficile et risqué que celui de l'économie humaine, et puis d'avoir finalement fait confiance à des personnes qui ne se connaissaient pas pour essayer malgré tout de construire quelque chose pour les différentes personnes qui nous ont fait confiance et qui étaient là aujourd'hui. Donc merci de votre attention et puis à la prochaine conférence TEDx, j'espère.